Un petit mot avant de commencer la vidéo pour vous dire que le Kickstarter du Masterclass jeu de rôle est en ligne présentement et... Wow, merci tout le monde. Les résultats dépassent toutes nos attentes. Alors on est déjà rendu à 3 paliers de financement traversés, bientôt un 4e. Alors ça c'est 2 vidéos bonus pour le Masterclass jeu de rôle, mais c'est aussi une feuille de personnage personnalisée à l'image de Etu Game, et bientôt des créatures qui vont s'ajouter à Gobelin Company, l'aventure que j'ai écrite, une aventure pour transmettre ma vision du jeu de rôle, une vision accessible, drôle, dynamique. Fait qu'hésitez pas à aller voir ça, le Kickstarter est encore là pour tout le mois de novembre. Fait que merci encore, et on continue avec la vidéo. Bienvenue à ce top ultime pour découvrir quelles sont les 10 meilleures classes, les 10 meilleurs archétypes de classes pour Donjons Dragons 5e édition. Alors on s'entend que les propositions que je vais faire aujourd'hui, c'est des réalités objectives indiscutables. Et je pense que vous devriez mettre de côté toute autre considération pour créer le personnage que vous voulez faire dans la 5e édition. En fait, non, je niaise beaucoup parce que je trouve ça drôle de voir les breakdowns de classes sur Internet, des gens qui vont afficher haut et fort qu'une classe est injouable ou qu'une classe est extraordinairement OP. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous proposer 10 archétypes que moi j'aime beaucoup. Alors, c'est 10 propositions d'archétypes pour votre personnage. Mais je pense que c'est 10 archétypes qui sont quand même aussi des brutes. On s'entend. Si vous voulez, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre partie de vous démarquer, là, puis de briller, que ce soit en combat ou dans des situations de problèmes à résoudre, je pense que ces 10 archétypes-là vont faire de vous une menace à surveiller. Alors on commence en 10e position avec le cléric du domaine de la forge. Premièrement, il y a des features là-dedans qui sont des incontournables. Par exemple, dès le niveau 1, tu peux avoir le blessing de la forge, je crois qu'ils appellent ça comme ça, où tu peux transformer ton armure ou ton arme, une arme, ça prend un rituel, il faut que tu prennes le temps de le faire chaque matin, mais tu transformes une arme en arme niveau 1, pour genre toute la journée, là, pour genre 8 heures. C'est insane, c'est vraiment incroyable, surtout au niveau 1, parce que ce petit edge-là de plus 1 à l'attaque, plus 1 au dégât, il est énorme, mais en plus, c'est tellement frustrant dans une aventure quand tu tombes bas niveau contre une créature qui a une résistance aux dégâts non magiques. Toutes les créatures intangibles comme les ombres, les fantômes. Je veux pas spoiler d'aventure, mais il y en a quand même plusieurs des aventures de Donjons Dragons 5e édition dans lesquelles très très tôt dans ta carrière tu rencontres ce genre de bête-là. Et c'est tellement plate d'être comme à demi-dégâts contre ces ennemis-là. Mais il y a aussi le feature que moi j'aime particulièrement parce que je suis un joueur créatif. J'aime le Channel Divinity qui s'appelle, je pense, le Artisan's Blessing, la bénédiction de l'artisan. Et tu peux, dans un rituel d'1 heure, prendre du matériel, faire quelques prières, des invocations au-dessus et transformer ces matériaux bruts en objets. Alors, tu peux, n'importe quel objet non magique que tu peux imaginer, que tu peux décrire, alors que ce soit un outil, n'importe quelle patente qui te manque, que tu as besoin, imaginez toutes les possibilités. Tu peux même dupliquer un objet, par exemple une clé, si tu as le modèle original. Alors ça, c'est génial. Fait que oui, vraiment, moi, j'adore le Forge Domain Cleric. Plein de petits features cool aussi, là, qui peuvent rajouter du dégât de feu plus tard à ses attaques. Il y a des très très cool sorts aussi. Heat Metal, un très bon sort à avoir dans ta liste quand t'es un cléric. Fait que oui, excellent archétype. J'approuve. 9e position, on a le Artificer et son archétype, l'armurier. Armorer. Il y a plusieurs bons archétypes pour l'Artificer, mais je trouve que l'armurier, ce que j'aime, c'est que il y a tellement une saveur qui vient avec ça. C'est pour ça qu'ils veulent jouer Iron Man dans D&D 5e. J'aime beaucoup aussi que tu puisses la rendre à ton image, ton armure. En faire un peu ce que tu veux. Fait que oui, bien sûr, tu peux déchaîner des éclairs puis être vraiment l'image qu'on se fait de Tony Stark en action.
mais tu peux aussi avoir des features qui te permettent, par exemple, d'avoir avantage sur la discrétion, de bouger plus loin, donc d'être un peu une espèce de machine de reconnaissance. Et j'aime beaucoup l'idée que ce soit peut-être un personnage frêle, fragile à l'intérieur de cette armure-là. T'sais. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant comme création de personnage. Donc d'avoir quelqu'un qui s'est construit une protection face au monde extérieur, mais qui à l'intérieur est peut-être pas aussi costaud que ce qu'il projette, que ce qu'il dégage. 8e position, un classique qui nous a accompagnés depuis le début, le barbare et le totem path. Tu vas avoir un animal spirituel qui va t'accorder certains avantages, certains pouvoirs. Et il y a l'animal spirituel que beaucoup de ces archétypes-là réclament, c'est l'animal spirituel de l'ours. Pourquoi? C'est parce que dès le niveau 3, il te donne résistance à tous les dégâts, sauf les dégâts psychiques. Fait que c'est vraiment l'apothéose du tank. Hey, si tu veux jouer quelqu'un d'indestructible, ben déjà le barbare c'est un excellent choix, mais là en plus, dans le totem path de l'ours, t'as réellement quelque chose là, qui peut te rendre... Ce qui est le fun, c'est que ça te met dans une position où t'es un pilier du groupe. Tu peux vraiment être fiable, peu importe la situation, que ce soit un piège, un magicien puissant qui déchaîne des flammes ou de l'électricité, ou que ce soit le souffle d'un dragon, ou juste une nuée d'adversaires. D'avoir ça, là, une résistance à tous les dégâts, sauf le psychique. Faut quand même... il y a un talon d'Achille ici, là. Mais d'avoir résistance, puis d'être juste au milieu de ça, puis d'être comme de tout encaisser, d'être juste... C'est vraiment très cool. Puis tu sens que t'es justement un rouage important de l'équipe quand ta spécialité, c'est de juste te sacrer au milieu de la situation difficile, puis tout encaisser sans rien dire. Fait que oui, un incontournable, totem path, animal ours. 7e position, on a le paladin Oathbreaker. Donc l'espèce de chevalier un peu edgy, qui est vraiment méchant. L'anti-paladin, qu'on a vu souvent, c'est une histoire quand même... une histoire classique des jeux de rôle. Mais ce que j'aime du Oathbreaker, c'est que... il n'y a pas de besoin à tout prix d'avoir passé certains rituels. Donc d'avoir été paladin, d'avoir perdu tes pouvoirs, d'avoir passé avec un pacte avec une créature. Non, non, non! Il n'y a pas d'impératif mécanique. Tu peux le tourner de la façon que tu le souhaites. Et je trouve ça cool que le Oathbreaker ne soit pas nécessairement un psychopathe fou furieux ou un être diabolique qui ne songe qu'à conquérir le monde. Ça peut être aussi quelqu'un qui est prêt à aller vraiment très très loin dans sa philosophie pour accomplir ses buts. Alors sinon, c'est sûr que ce qui est vraiment intéressant pour le Oathbreaker, c'est tout l'aspect du contrôle des morts vivants. Alors, j'ai l'impression que moi, si j'avais à faire un personnage qui tire sur le nécromancien, plutôt que d'aller carrément wizard nécromancien, j'opterais peut-être pour un Oathbreaker. C'est très intéressant, justement, son pouvoir de paladin qui permet de contrôler les morts vivants. Donc, si tu rencontres, par exemple, des zombies ou des squelettes, tu peux leur imposer un jet de sauvegarde. Et ensuite, ils vont peut-être t'obéir pendant 24 heures. Fait que dans une campagne où il y a beaucoup de petits zombies puis de petits mouks morts vivants, ça peut être très intéressant de non seulement annuler la rencontre en faisant comme non, on se battra pas contre ces squelettes-là, au contraire, ils vont se joindre au groupe pour la prochaine heure. Et ça ouvre plein de possibilités, bien sûr, de mettre des perruques aux squelettes, les envoyer faire tes achats à ta place, mais aussi peut-être les envoyer dans le couloir voir s'il y a des pièges. Fait que moi, j'adore ça. Bien sûr, on a Animation des morts qui vient sur la liste des sorts un peu plus tard, mais ce premier feature que tu as au niveau 3, tu contrôles des morts vivants, il est assez awesome. En 6e place, on a le guerrier et on flirte avec le homebrew ici, là, le Echo Knight. Alors, le Echo Knight, si je ne me trompe pas, qui est un produit des matériels publiés pour l'univers de Critical Role, c'est un guerrier qui va faire appel à un écho de lui. Un double fantomatique qui vient se joindre au combat. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce double-là, c'est pas nécessairement comme une créature invoquée qui va être un sac de points de vie que tu vas pouvoir envoyer entre toi et tes amis. Non, il est super fragile, mais il donne plein d'options de manœuvrabilité
au Echo Knight. Je trouve ça tellement thématique d'avoir comme ton partner spirituel que tu fais apparaître au bout de la pièce, vous changez de place, puis là, quand quelqu'un vient pour t'attaquer, wow, tu disparais, puis t'es plus là, t'es rendu à une autre place parce que c'était ton double. C'est tellement cool, c'est tellement thématique, ça donne vraiment l'impression d'avoir un super pouvoir fort, unique, qui a une saveur vraiment bien à lui. Fait que le Echo Knight, pour ceux qui pensent que les guerriers sont plates, puis que t'as pas d'option à ton tour, c'est juste déplace-toi, frappe, ben le Echo Knight il vient remettre tout ça en question. En 5e position, on a le barde. Et là, oh là là, quel archétype vais-je choisir? J'ai choisi le collège de l'épée. College of Sword. Pourquoi est-ce que j'aime cet archétype? C'est parce que je trouve qu'on est vraiment ici là, dans le parfait entre-deux, entre toutes les affaires qui me plaisent dans D&D. Donc oui, t'es un barde, donc t'as encore accès à un paquet de sorts vraiment cool. Mais en plus, tu peux te battre et tu as des options de manœuvre un peu comme le Battle Master. Donc tu peux dépenser tes dés d'inspiration pour manœuvrer sur le champ de bataille, te donner plus d'armure, traverser plusieurs ennemis à la fois avec ton attaque. Pour moi, c'est ça le swashbuckler. Ça me donne l'impression d'être un swashbuckler magique extraordinaire. Je trouve que c'est beaucoup d'éléments forts de d'autres classes qui ont mis dans cet archétype-là. J'ai joué un barde du Collège de l'Épée et je me suis jamais senti autant comme une brute sur le champ de bataille avec énormément d'options. C'était tellement agréable. C'était un professeur d'escrime. Alors, un vieux professeur d'escrime alphelin, Rami Belle-Oreille, si je me trompe pas. Man, c'était vraiment un plaisir à jouer et cette mobilité-là était vraiment intéressante sur le champ de bataille. Là. En plus d'avoir accès à des sorts, man, c'est pas le seul archétype qui permet de se battre et d'avoir accès à des sorts, mais celui-là, vraiment, il est fort agréable. Alors, je vous le recommande. Le Collège de l'Épée. Une valeur sûre, en 4e position, le druide, le cercle de la lune. Moon Circle. Alors oui, hein, je pense que même pour plusieurs joueurs qui sont là depuis le tout début et qui l'ont vu en action dans leur partie ou dans une partie streamée, par exemple, je pense que la plupart des gens s'entendent pour dire que c'est la classe la plus forte. Les druides sont juste incroyables dans cette édition-là. Et le Circle of the Moon nous permet en plus d'incarner des créatures extrêmement puissantes. Et je trouve que c'est cette édition-là qui a le mieux cerné le pouvoir du druide de se transformer en animal. Mais je pense effectivement que c'est un brin déséquilibré. Parce que tu peux prendre les stats d'un animal, donc ses points de vie, son armure, etc. Donc il faut que tu sois familier avec ces informations-là. Mais ensuite, quand tu incarnes l'animal, tu peux te battre. Les gens t'attaquent, ils te font perdre des points de vie, mais c'est ta forme animale qui est touchée. Et quand tous tes points de vie de forme animale disparaissent, ben, tu redeviens le druide que t'es, qui a quand même ses points de vie, puis ses sorts, puis qui peut guérir le monde, puis qui peut faire des affaires, puis il peut même! Le Circle of the Moon, tu peux utiliser tes spell slots pour guérir ta forme animale. Fait que c'est vraiment, je crois, le tank ultime, encore plus peut-être que n'importe quel archétype de barbare. Entre les mains d'un joueur responsable, ça peut créer ça peut être vraiment intéressant, ça peut être vraiment plaisant, mais ça peut être aussi frustrant d'avoir un druide Moon Circle dans ta partie parce que tu en viens à la conclusion qu'il ne mourra jamais. Il est beaucoup trop fort. Et que cet archétype-là est brisé et devrait être mis à la poubelle. Mais si vous êtes un joueur et que vous voulez vraiment briller, être cool, être vraiment fort, en mettre plein la vue, ben, Seigneur Marie-Joseph, c'est un incontournable. 3e position, un archétype plutôt récent, c'est le Cleric Twilight Domain. Alors oui, les clérics ont des archétypes insane! Probablement une des classes les plus fortes de la 5e édition. Le prêtre, le clerc, le cleric. Mais le domaine Twilight, il est juste... Ses pouvoirs sont tellement, hors de contrôle. D'abord, dès le niveau 1, vous avez un Dark Vision qui s'étend sur 300 pieds, que vous pouvez partager avec vos alliés. Donc, oubliez ça! Le besoin d'avoir des torches, des lanternes, c'est le parfait ajout à une équipe furtive. Vous pouvez être dans le noir et quand même voir vos adversaires et les voir encore plus loin que eux peuvent vous voir. C'est déjà très fort et en plus... il est proficient avec les armures lourdes. Alors ça peut être le genre de prêtre qui se lance dans le combat, qui est au front avec ses alliés.
Un autre feature très intéressant, c'est la bulle lumineuse qu'il peut créer à partir du niveau 3, si je ne me trompe pas, qui permet de donner des points de vie temporaires à tous les alliés qui sont près de lui. Et ces points de vie temporaires-là, c'est pas rien là, quand même. C'est un super ajout de buff à une équipe. Donc, si vous voulez une alternative là, à un cléric qui va renforcer l'équipe, sans être pour autant juste un heal bot, puis qui va guérir les gens, qui va leur donner un buff cernable, puissant, intéressant. Oh man, le Twilight Domain, c'est à visiter. En deuxième position, on a le Divination Wizard, donc le spécialiste de la divination. Bien sûr, les magiciens sont une classe qui offre tout un lot d'options. Fait que vous pouvez tout à fait être un blaster et envoyer des gros sorts sur vos adversaires, mais vous pouvez aussi être contrôle du champ de bataille, utiliser vos sorts pour obtenir ce que vous voulez. Il y a plein d'affaires géniales à être un lanceur de sorts. Mais le Divination Wizard a une... Je pense que c'est l'élément mécanique du jeu qui est le plus savoureux, qui est le plus thématique. Ils ont vraiment bien cerné ce que c'est d'avoir un bref aperçu de l'avenir. Donc, en début de journée, il lance 2 dés qu'il garde de côté, 2 dés 20. Par exemple, si vous roulez 2 dés puis vous obtenez un 5 et un 18. Vous les mettez au frais près de votre feuille de personnage et à n'importe quel moment au cours de cette journée-là, vous pouvez remplacer un jet qui va être fait par le jet que vous avez déjà roulé. Alors, si vous avez réellement besoin d'avoir un bon résultat à votre dé, vous pouvez faire « Ok, attends un petit peu! J'utilise mon 18 là-dessus! » Et vice-versa, si vous avez vraiment besoin qu'un adversaire rate son jet de sauvegarde et que vous êtes comme « Non, pas question que tu réussisses ce jet-là, je te donne un 3 sur ton dé. » Et c'est souvent ce qui est frustrant dans le jeu, c'est que t'as une super idée, t'es comme genre « Oh man, ça va être trop cool, et là, il va être paralysé, puis on va être sauvé, on va... » Mais t'es laissé à la merci des dés, ben ce build-là, cet archétype-là te permet d'avoir un certain contrôle. Imaginez en plus la terreur dans les yeux de votre maître quand vous lui annoncez que vous êtes un humain variant avec le don chanceux, Lucky, et que vous pouvez 3 fois par jour relancer un dé 20 que vous venez de rouler, ou relancer un dé 20 qui a été fait contre vous. C'est insane! Puis je sais, j'ai l'air de le présenter comme si je voulais vraiment faire chier votre maître de jeu, là. Mais c'est pas le cas. Je pense que c'est juste aussi des belles opportunités narratives de prendre un peu plus le contrôle de l'histoire, parce que c'est le fun des fois. Dans un jeu, on écrit une histoire spontanée, puis il y a un moment clé que t'es comme « Ah, ça va être tellement génial pour l'histoire si ce jet-là est réussi, ou si ce jet-là est échoué, que là, ça te donne la capacité de l'écrire, ce moment-là. » Alors, en première position, il s'agit du Ranger Beastmaster. Ben non, voyons. Et finalement, le meilleur archétype, toutes catégories confondues, c'est indiscutable. Il s'agit du Drunken Master pour la classe du moine. Le Drunken Master, inspiré un peu de toutes ces légendes-là, de ces films-là avec Jackie Chan, où c'est un individu qui fait semblant d'être ivre pour profiter justement de la crédulité de ses adversaires pour se déplacer sur le champ de bataille, faire des affaires incroyables. Écoute, déjà le moine, dans cette édition-là, peut être une épine dans ton pied comme maître de jeu. Je pense à Stunning Strike, entre autres. D'être au bon moment, au bon endroit, et de donner un coup dans le visage du boss, qui peut, après ça, plus rien faire parce qu'il est sonné. C'est insane, c'est incroyable. Fait que là, t'as ce moine-là, qui peut faire un Stunning Strike, mais en plus, toutes les aptitudes du Drunken Master lui donnent une mobilité incroyable. Donc, il peut, à certains moments, s'il a utilisé un ki dans certaines situations, se déplacer sur le champ de bataille sans provoquer d'attaque d'opportunité. Mais imaginez, en plus, il y a un feature du Drunken Master qui permet, quand une attaque est ratée contre toi, de rediriger cette attaque et de faire frapper un ennemi adjacent plus tôt. Donc ça, c'est hilarant, de 1. C'est vraiment très drôle quand un gobelin vient pour t'attaquer, que tu utilises ta réaction ou ton pouvoir de Drunken Master pour qu'il attaque son ami juste à côté, genre... Ah! Puis le moine est juste tellement fort. J'en reviens pas. À chaque fois que quelqu'un me dit qu'il va faire un moine autour de la table, je pense à tous ces boss-là qui vont se faire sonner, puis je me dis... Pourquoi je joue à ça?
Pourquoi je m'impose ça encore? C'était mon top des meilleurs archétypes pour D&D 5e édition. Bien sûr, il y en a des tonnes qui sont bons aussi. Je suis sûr que vous avez vos favoris. Laissez-les en commentaire. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous acheter des t-shirts et du game ou encourager d'autres chaînes de jeux de rôle au Québec, allez voir notre site Metagame, lien dans la description. On se revoit dans une prochaine vidéo. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.